Salut, c'est Black Ink, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la Arkham JCE TV. Aujourd'hui, on continue avec les recherches ésotériques, avec au menu Finn Edwards, le truand de la civilisation oubliée. Finn Edwards, donc, c'est le contrebandier qui a une volonté 4 d'intelligence, 3 de force, 4 d'agilité, qui a 7 points de vie, 7 points de santé mentale. Quel trait criminel, vous avez le droit d'effectuer une action supplémentaire durant votre tour, qui ne peut être utilisée que pour échapper. Son signe des anciens, +1 pour chaque ennemi incliné en jeu. En cas de réussite avec une différence de 2 ou plus, vous avez le droit de découvrir un indice dans votre lieu. Son deck building est constitué des cartes illicites de niveau 0 à 5, des cartes truandes de niveau 0 à 3, petite subtilité, cartes neutres de niveau 0 à 5, et jusqu'à 5 autres cartes chercheurs et ou survivants de niveau 0 uniquement. Particularité, il a 2 cartes signature, produit de contrebande, qui est un événement, et son fidèle 38, puis sa faible signature, pris la main dans le sac. Finn a une santé équilibrée, ce qui est intéressant pour un truand, ce qui le rend moins fragile. On avait déjà vu ça avec Jenny, qui avait 8 et 7, donc c'était plutôt bien par rapport à un skit qui était fragile. Il a une capa qui est très sympa, qui donne du gain d'action, alors pas du gain d'action brut, mais du gain d'action uniquement pour échapper à un ennemi, c'est quand même intéressant. On suit un peu, encore une fois, la logique de skits qui avait une capacité en rapport avec le gain d'action, Jenny qui avait une ressource en plus, donc d'une certaine façon un gain d'action aussi, même si c'était plus tourné vers l'économie. Par contre, voilà, on retrouve ce problème des truands, hormis Cécina, avec ce 1 de volonté, qui rend Finn un peu fragile. Pour autant, encore une fois, contrairement à Skit, il a quand même 7 points de santé mentale, ce qui n'est pas rien pour un truand. Au niveau de son Elder Sign, voilà, il est assez anecdotique. Quand bien même il est difficile à réaliser, puisque c'est un +1 pour chaque ennemi incliné, on va dire que il va très bien avec sa capacité qui est d'échapper à un ennemi. Globalement, vous aurez envie souvent d'échapper à un ennemi en première action, que ce soit en solo ou en multi, puisque vous allez être assez indépendant, assez flexible, et derrière vous aurez systématiquement au moins, enfin systématiquement, souvent un ennemi incliné en jeu, puisque vous l'aurez échappé. Ce qui veut dire que son Elder Sign +1 ou plus n'aura pas lieu pendant cette première action où vous allez échapper, mais à la suite de quoi, sur les 3 autres actions que vous avez, si vous effectuez des tests, vous avez la possibilité d'avoir des +1. Sachant que le fait de réussir avec une différence de 2 ou plus, ça couvre tous les types d'actions que vous avez, c'est-à-dire combattre, enquêter, échapper. Donc c'est assez intéressant, il semble assez triqué comme ça, assez limité, pour autant, au fur et à mesure qu'on joue Finn, on se rend compte que, mine de rien, il n'est pas si anecdotique, si inintéressant que ça. Bon, pour parler rapidement de ses signatures, on a le fidèle 38 de Finn, qui est une arme, un soutien qui coûte 2, qui est une icône d'agilité, une icône libre, c'est l'une des rares, c'est même peut-être la seule, je sais pas, il faudrait que je vérifie, carte signature qui n'a que 2 icônes. La plupart des cartes signature, ou quasiment toutes, ont 3 icônes. C'est un objet arme à feu illicite, utilisation 3 munitions, pour une action dépensée une munition combattre, vous gagnez +2 en force pour cette attaque, si l'ennemi attaqué n'est pas engagé avec vous, vous infligez +1 de dégâts pour cette attaque, et ça occupe un slot de main, logique. Carte intéressante, voilà, une arme à feu qui a un boost en force qui est intéressant, qui vient porter la valeur de force de Finn à 5, et encore une fois qui va bien avec son action supplémentaire qui est d'échapper à, mais aussi en multi, si jamais vous devez combattre un ennemi qui est engagé avec un autre investigateur, vous lui faites 2 dégâts, c'est quand même pas rien. Son autre carte signature, c'est produit de contrebande avec la fameuse 3ème icône qui manquait au fidèle, un événement qui coûte 0, qui a les traits ravitaillement et illicite, à jouer uniquement s'il n'y a pas d'ennemi redressé dans votre lieu, toujours thématique par rapport à sa capacité, à son action supplémentaire. Donc, moi je trouve que c'est une construction qui est très cohérente, qui est solide, dans la construction du personnage. Cherchez une carte illicite soit dans votre pile de défauts, soit parmi les 9 cartes du dessus de votre deck, et piochez-la. Si vous avez cherché dans votre deck, mélangez les produits de contrebande dans votre deck. Une carte très thématique, personnellement, je trouve, qui va parfaitement avec le personnage, au-delà du fait que ce soit lui qui soit sur l'illustration, mais qui a vraiment cet aspect contrebandier. On est vraiment
pile poil dans ce truand qui a des produits de contrebande, qui vient chercher dans son deck ou qui vient récupérer des produits qu'il avait utilisés auparavant. Franchement, encore une fois, je le dis, un personnage qui pour moi fait partie de ceux qui sont le mieux construits en termes de fluff mécanique sur l'ensemble du jeu à ce jour. Sa faiblesse signature pris la main dans le sac qui a le trait bévu, c'est assez rare d'ailleurs. Révélation, redressez chaque ennemi dans votre lieu ou dans un lieu connexe. Chaque ennemi chasseur dans un lieu connexe se déplace de un lieu vers vous. Si aucun ennemi ne se déplace grâce à ces effets, mélangez, pris la main dans le sac dans votre deck. Bon, une faiblesse, on en reparlera, qui est problématique, mais qui n'est pas si embêtante que ça. Globalement, son arme, elle est pas mal, mais elle n'est pas faramineuse non plus. On voit clairement qu'on n'est pas chez un combattant, chez un gardien. C'est une arme d'appoint qui a 3 petites munitions pour infliger quelques dégâts, avec un boost de force pour autant qui n'est pas négligeable. C'est intéressant. Sa signature événement est intéressante, mais encore aujourd'hui, malgré un pool de cartes très varié et très important, il est encore assez limité. On n'a pas vu une explosion des cartes illicites, et ce qui est bien dommage, parce que ça favoriserait énormément le jeu de Finn, qui depuis s'est quand même fait éclipsé en grande partie par Trish, qui bénéficie d'un pool de cartes qui est considéré par beaucoup comme étant bien meilleur que celui de Finn. Sa faiblesse, elle, moi je dis qu'elle est assez moyenne, c'est pas une faiblesse qui nous fait perdre une partie de façon directe, par contre elle peut nous mettre dans l'embarras si jamais on joue avec beaucoup d'ennemis sur le plateau et qu'on essaie de passer entre les gouttes, qu'on essaie de fuir les ennemis, de leur échapper systématiquement. Par contre voilà, c'est une faiblesse qui nous mettra pas systématiquement dans l'embarras, qui nous mettra pas face à un mur et qui nous empêchera de conclure un scénario. Elle n'a aucun effet sur les points d'expérience ou sur les traumatismes, de façon directe encore une fois, donc c'est pas la pire des faiblesses, quand bien même elle est récursive, mais elle est quand même vachement moins baissante que celle d'Ursula qui est arrivée avec la même boîte quand même. Je reviens du coup sur les contraintes de deck building de Finn. C'est vrai que c'est une critique qui est faite à cet investigateur. Il n'a pas accès à toutes les cartes truands, alors qu'effectivement les cartes truands au-delà du niveau 3 sont très très puissantes, et il y a quand même quelques cartes qui iraient très très bien avec lui. Les cartes illicites, il n'y en a pas des masses, j'avais le chiffre quelque part, mais j'avoue que j'ai oublié de le ressortir pour filmer la vidéo, mais globalement il y en a beaucoup en truand, et il n'y en a pas beaucoup ailleurs, donc c'est un peu dommage. C'est vrai qu'après 5 cartes chercheurs et ou survivants, ça limite quand même pas mal, surtout de niveau 0. Ça lui offre quand même quelques possibilités intéressantes, on y viendra par la suite, mais c'est vrai que on sent qu'il y a un peu de mal quand même. Il y a beaucoup de joueurs qui du coup ont un peu mis fin au placard depuis que Trish est sorti, puisque Trish avec son biclassage chercheur se dresse quand même au-dessus de la mêlée. On peut aussi penser dans un autre style à Mandy Thompson qui a son deck building de classe secondaire qui est très intéressant et très puissant. Franchement, c'est vrai que ça dépote. C'est sûr que si on avait eu un Finn avec un deck building secondaire à la Tony Morgan, ça aurait clairement pas été la même. Mais bon, bref, Finn a quand même été, il me semble, il faudrait que je vérifie, le grand gagnant des Investigators Awards fait par Shep Horizon dans la catégorie solo, si je ne m'abuse. Donc, c'est un investigateur de poids. Mais bon, voilà, on a passé beaucoup de temps sur Finn alors que c'est pas forcément l'objet des vidéos, donc on va passer aux 5 cartes que je vais vous présenter à jouer avec Finn, en commençant par ni plus ni moins que Porte-Flingue, une compétence qui a une icône d'agilité qui a le trait entraîné. Si ce test de compétence est réussi lors d'une tentative d'évasion, la prochaine fois que l'ennemi auquel on a échappé subit des dégâts à ce tour, infligez-lui un dégât supplémentaire. C'est une grande façon que Finn a de faire des dégâts supplémentaires en rentabilisant son action supplémentaire d'échapper à. C'est quelque chose qui nous permet de faire des dégâts supplémentaires sans test, alors dans le sens où elle n'est pas tributaire forcément de la réussite d'un test de combat. Par exemple, on peut utiliser Porte-Flingue avec attaque par surprise. Une fois que Finn a utilisé sa capacité, son action supplémentaire pour échapper, en première action notamment, vous attribuez Porte-Flingue sur l'action échappée A, ça le montre à 5 en agilité, après vous avez tout le loisir de mettre un peu plus.
Mais derrière, vous jouez attaque par surprise qui inflige 2 dégâts à l'ennemi que vous venez d'échapper, donc vous avez incliné. Avec le porte-flingue, vous faites 3 dégâts. 3 dégâts, du coup, sans test direct sur l'action combattre ou sur le fait de faire des dégâts, c'est quand même pas rien. Et après, vous avez tout un tas d'autres événements qui, moyennant test, peuvent faire plus de dégâts. On peut penser par exemple à l'attaque par derrière. Par ailleurs, cette carte va venir très très bien comboter avec Delilah O'Rourke, ce soutien de niveau 3 qui coûte 3, qui a une icône de force, une icône d'agilité, qui a les traits alliés criminels et syndicats, qui nous fait gagner plus 1 de force et plus 1 d'agilité. Et en rapide, inclinez Delilah O'Rourke et dépensez X ressources, choisissez un ennemi dans votre lieu, infligez 1 dégât à l'ennemi choisi, 2 dégâts à la place si cet ennemi est incliné. X est la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. Elle a 3 points de vie, 2 points de santé mentale et occupe un slot d'allié et nous vient des dévoreurs de rêves. C'est une carte qui va très bien avec Finn et notamment avec le porte-flingue puisque à l'instar de l'attaque par surprise, vous allez pouvoir ainsi affliger 3 dégâts et cette fois-ci en plus en rapide à un ennemi. Donc ce qui veut dire que moyennant un test d'évasion réussi, vous allez derrière pouvoir infliger 3 dégâts de façon complètement gratuite et il vous restera 3 actions derrière, donc c'est quand même très intéressant. Après, il faut avoir les ressources, c'est sûr, mais on est chez les truands, ça se fait sans trop de soucis. Concernant la problématique de Finn de faire des dégâts, parce que oui, on peut s'amuser à fuir et à échapper aux ennemis, mais au bout d'un moment, parfois, on est face soit à un trop gros nombre d'ennemis, soit à des ennemis qu'il faut absolument gérer. Souvent, on parle du 25 automatique, ce soutien qui coûte 4, qui a une icône d'agilité, qui a les traits objet, arme, arme à feu illicite, qui est rapide avec une utilisation de 4 munitions. Pour une action, dépenser une munition, combattre. Si l'ennemi attaqué est incliné, vous gagnez plus en force et infligez plus en dégâts pour cette attaque. Ça occupe un slot de main et ça nous vient de Innsmouth. Alors, est-ce que c'est vraiment le bon flingue avec Finn? Beaucoup de personnes se sont emballées en voyant cette arme, en arrivant sur Innsmouth. Et effectivement, encore une fois, elle est complètement thématique avec celui-ci, elle est illicite, il y a un boost en force et en dégâts moyennant le fait que l'ennemi soit incliné, donc une condition qui est quand même assez forte. Néanmoins, il est vrai que personnellement, je suis un joueur qui joue un peu plus sur la sécurité, sur le fait de sécuriser mes tests ou à tout le moins de réussir mes actions. Donc, je préfère paradoxalement jouer les Derringer 18 avec Finn. Alors oui, effectivement, le Derringer 18 de niveau 0 n'a que 2 munitions, et coûte quand même 3, moyennant une action, donc c'est vrai que la comparaison avec le 25 automatique de niveau 0 est un peu compliquée. Néanmoins, j'estime que ces 2 Derringer sont mieux avec Finn, parce que déjà, elles ont le trait illicite, aussi, les deux, ce qui veut dire qu'elles ne rentrent pas en compte dans le comptage des 5 cartes chercheurs ou survivants du deck de Finn, vous pouvez les inclure en plus, sans aucun souci. Le boost de plus 2 en force se fait sans condition, parce que on n'est jamais à l'abri qu'un ennemi soit généré par un effet quelconque au cours de la partie. Et puis quelque part, si jamais vous devez gérer pléthore d'ennemis, si vous êtes engagé par exemple avec 2 ennemis, bah oui, vous allez avoir votre plus 2 du 25 automatique sur le premier après l'avoir échappé, mais vous ne l'aurez pas sur le second. Alors qu'avec les Derringer, ces conditions ne doivent pas être remplies. On peut aussi imaginer, par exemple, si on doit gérer des engoulevents, avec le 25 automatique, il faut l'engager, le fuir. Donc bon, c'est quand même un peu moins sympa, enfin un peu moins pratique qu'avec le Derringer 18. Le gros plus, pour moi, vraiment le gros plus du Derringer 18, quelle que soit sa version, c'est la recharge en cas d'échec. Finn n'est pas un vrai combattant, il n'a que 3 en force. Un plus 2 en force, oui, en standard et en facile, ça va le faire sans aucun souci, et auquel cas, effectivement, le 25 automatique sera certainement préférable. Néanmoins, pour ceux qui vont jouer en difficile, ou même en solo normal, en solo standard, pardon, ça peut valoir le coup de se dire, ok, même si je rate mon test, j'ai la munition qui reste, et je pourrais retenter derrière. Surtout que celui qui est de niveau 2, en cas d'échec, va venir gagner plus 1 de force supplémentaire et donc porter Finn à 6. Ça, c'est vraiment intéressant. Je pense clairement que c'est quelque chose à prendre en compte pour Finn. Après, voilà, chacun, vous jouez un peu comme vous le souhaitez. Vous tentez un peu le diable avec le 25 automatique, qui reste une arme qui est très très forte. Mais c'est vrai que pour les joueurs un peu plus prudents,
un peu moins tête brûlée, le Derringer 18 fait carrément le taf. Après, accessoirement, c'est une carte qui coûte un peu moins cher que le 25 automatique, même si le 25 automatique est rapide, ça c'est non négligeable. Le point fort aussi, c'est que les Derringers sont disponibles avec le starter deck de Stella Clark, et donc vous n'avez pas besoin d'avoir une collection trop avancée pour pouvoir bénéficier de cette carte. C'est sûr que le 25 automatique est apparu qu'avec Innsmouth, donc ça fait peut-être un peu loin si jamais vous achetez les campagnes dans l'ordre chronologique. Alors voilà, acheter un starter deck, c'est toujours plus facile que d'acheter une campagne complète. Maintenant qu'on a commencé à parler un peu des cartes hors classe de Finn, il est bon de se poser la question, quelles sont les cartes hors classe, parmi les 5 qu'on va devoir choisir, qui sont vraiment utiles, qui sont non pas essentielles, parce que chacun a sa façon de jouer, mais qui en tout cas ont peut-être une place de choix parmi ces fameux 5 slots chez Finn. Alors beaucoup de monde utilise, ou en tout cas pense, à raison, de prendre le raisonnement logique, cet événement chercheur qui coûte 2, qui a 2 icônes de volonté, qualité perspicacité, à jouer uniquement si vous possédez au moins un indice. Choisissez un investigateur dans votre lieu, soit cet investigateur soigne 2 horreurs, soit il défausse une carte terreur de sa zone de menace. On peut songer à prendre cette carte pour soigner les horreurs. Néanmoins, encore une fois, à mon sens, Finn n'est pas si fragile que ça, puisqu'il a son fameux set de santé mentale. Ça permet effectivement de gérer les horreurs, mais bon, c'est quand même pas, à mon sens, le plus compliqué. Sa contrainte de posséder un indice est faible, étant donné la statline de Finn, qui a 4 en intelligence, et qui en fait un enquêteur principal, ou alors secondaire dans une équipe importante. C'est aussi une carte qui est coopérative, qui vous permet de soigner d'autres investigateurs qui sont dans votre lieu, ou de défausser une carte terreur dans sa zone de menace. Effectivement, c'est un slot hors classe, mais par contre, ce raisonnement logique, en défaussant les fameuses cartes terreur, défausse notamment Paralysé par la peur, cette carte qui nous suit depuis le Core 7 et qui est une vraie plaie, avec Finn d'autant plus qu'il n'a qu'un seul point en volonté. Alors je prends l'exemple de Paralysé par la peur parce que c'est la carte emblématique, mais vous verrez, grosso modo, dans toutes les campagnes, vous avez entre 3 et 5 cartes terreur qui restent dans votre zone de menace, pas forcément comme Paralysé par la peur pendant un temps très long, moyennant la réussite d'un test, mais il y en a quand même quelques-unes qui peuvent être embêtantes. Il y en a un peu plus sur Dunwich et sur le Cercle Brisé. La civilisation oubliée, je crois qu'il y en a 2, donc c'est pas énorme, mais par contre, c'est sûr que si vous avez un Paralysé par la peur avec Finn, ça vient, comme sur beaucoup d'investigateurs, vous paralyser, vous embêter, vous mettre des bâtons dans les roues de façon très très efficace. Et avant de réussir un test de volonté à 3 avec Finn, il va falloir y aller. Donc là-dessus, le raisonnement logique, c'est quand même une carte de choix avec Finn. Et c'est surtout pour cet aspect défaussé des cartes avec le trait de terreur. Évidemment, au-delà de ça, par rapport à ce qui est de la gestion des horreurs, au-delà du soin, on peut penser au fameux nounours, à Monsieur Patterson, ou on peut aussi penser à William Malleson qui vient offrir du tank pour Finn et qui en plus vient l'aider à gérer le deck de rencontre et notamment peut-être se prémunir de ces fameuses cartes terreur comme Paralysé par la peur, moyennant le fait de laisser un de ses indices. Encore une fois, Finn est un enquêteur. Alors, il n'enquête pas comme un chercheur, c'est vrai, mais pour autant, c'est pas forcément très embêtant pour lui de récupérer un indice qu'il a dépensé. Après, effectivement, Malleson, je suis d'accord, vous piochez une nouvelle carte et vous n'êtes jamais à l'abri d'avoir un petit complémentaire, un petit duo sympathique qui viendra remplacer allègrement Paralysé par la peur que vous aurez remélangé auparavant dans le deck. Toujours dans les cartes hors slot truand, donc dans les cartes hors classe, Finn est un enquêteur qui parfois semble un peu léger et pour autant il a accès au nécessaire à empreinte digitale. Ce soutien qui coûte 4, qui a une icône d'intelligence, qui est lettré objet et outils, utilisation 3 provisions. Pour une action, inclinez le nécessaire à empreinte digitale et dépensez une provision. Enquêtez, vous gagnez +1 d'intelligence pour cette enquête. En cas de réussite, découvrez un indice supplémentaire dans votre lieu. Ça occupe un slot de main. Cette carte rend Finn largement jouable en tant qu'enquêteur principal pour un duo par exemple, peut-être pour un trio moyennant quelques compléments, mais honnêtement c'est une carte hors classe, hors slot truand qui est très intéressante à prendre en considération
Comme je dis, Finn, c'est le premier truand qui est vraiment enquêteur. Oui, on avait Jenny qui avait 3 en enquête, et on avait Sefina qui pouvait enquêter via la volonté, mais c'était quand même assez limité. Finn, c'est vrai que on sent qu'il est quand même un peu plus tourné là-dessus. Le nécessaire empreinte digitale est quand même rechargeable via la planque 3XP qui est arrivée avec la civilisation oubliée. Il est tutorable via le sac à dos qui est arrivé avec la civilisation oubliée. Et c'est bien dommage que d'ailleurs ce nécessaire arrive avec le cercle brisé et non pas la civilisation. Il aurait été très très bien dans ce cycle-là. La petite difficulté, voilà, c'est que le nécessaire s'incline, donc vous ne pouvez l'utiliser qu'une fois par tour. C'est limitant, mais bon, j'ai envie de dire en duo, choper 2 indices d'un seul coup, c'est déjà très bien. Évidemment, pour compléter ça, vous pouvez faire avec les moyens du bord, si vous ne voulez pas avoir un soutien trop important qui coûte 4, avec cette particularité que faire avec les moyens du bord, vous allez tantôt récupérer un indice, tantôt récupérer 2 selon si vous le jouez depuis votre main ou depuis votre pile de défausse, mais c'est quand même très bien, ça peut permettre de jouer Finn autrement, et ça pour le coup c'est avec la civilisation oubliée. Et après, on peut parler de 2 événements truands qui, à mon sens, vont particulièrement bien avec Finn, notamment pour le deuxième, les oreilles indiscrètes, cet événement truand qui coûte 1, qui a une icône d'agilité et une icône d'intelligence, qui a les traits perspicacité et russe. Choisissez un ennemi non engagé dans votre lieu, effectuez un test d'intelligence de X, X étant la valeur d'évasion de l'ennemi choisi. En cas de réussite, découvrez 2 indices dans votre lieu. Ça, pour un Finn, c'est parfait. Globalement, les valeurs d'évasion des ennemis sont moindres que celles de leur force, sauf dans la civilisation. Là, effectivement, c'est un peu l'exception qui confirme la règle. Mais Finn a quand même 4 en intelligence, ce qui n'est pas rien, et moyennant des boosts, vous découvrirez très facilement 2 indices dans votre lieu. C'est quand même assez intéressant sur des lieux où on a des valeurs occultes trop importantes, 4 ou 5, avec un ennemi à côté qui a une valeur d'évasion de 1 ou 2. C'est un bon moyen de contourner cette difficulté. Au niveau des slots hors classe aussi, on peut parler de la capacité de Finn à avoir une bonne pioche. En effet, on peut penser à croquis absurde, garder courage, cible facile, connaissance profonde et marché noir. Alors, dans tout ça, il n'y a pas que des cartes hors classe, évidemment. Mais là, j'ai fait une petite liste des principales cartes qui vont vous permettre de piocher avec Finn. Pourquoi je vous parle de ces cartes? Parce que au travers de toutes celles-ci, Finn va pouvoir assimiler un peu cet archétype des chercheurs qui est le fait de piocher. Alors c'est pas, on pourrait parler de méga pioche, c'est pas de la méga main, c'est de la méga pioche. On vient vraiment écumer son deck pour avoir très très vite ce dont on a besoin. Et on le voit, Finn a quand même pléthore de solutions pour ça. Les croquis absurdes, c'est pas la carte la plus forte, mais vous l'avez dès le corset. Gardez courage, très très utile, parce que sur tous les tests de volonté, vous allez pouvoir l'attribuer sans aucun souci. Et puis ça va vous donner des ressources aussi. J'ai parlé de connaissance profonde, pourquoi? Parce que même si ça vient avec Innsmouth, connaissance profonde, c'est quand même très très bien, et ça viendra très bien remplacer en fait les croquis absurdes si jamais vous avez Innsmouth. Cible facile, bon bah, quelque part très bien, très thématique, et puis en plus, en ayant cet archétype de pioche, ça vous permettra d'autant plus facilement de jouer plusieurs cibles faciles d'une seule fois, avec le fameux marché noir qui est venu couronner le tout avec les confins de la Terre. Évidemment, cet ensemble de cartes qui vous permet de piocher permet d'aller chercher plus facilement les cartes signatures de Finn, que ce soit d'abord les produits de contrebande, et donc quelque part on vient très vite chercher une récursivité pour aller chercher des cartes avec le trait illicite. Alors comme je dis, il n'y en a pas tant que ça, mais pour autant, avec un tel potentiel de pioche et de recherche, vous allez quand même très vite aller chercher les cartes qui vous intéressent, que ce soit des outils de crochetage, des Derringer 18 ou des automatiques 25, ou par exemple le whisky du Tennessee. Donc ça fait quand même quelques cibles qui sont intéressantes et qui vont pouvoir sortir très très vite pour accélérer la mise en place de Finn, ce qui est notamment nécessaire en solo et ce qui n'est pas inintéressant si jamais vous jouez en duo et que vous devez enquêter. Si jamais vous avez un mulligan qui est pas terrible, bah derrière avec toute la pioche que vous avez, vous allez pouvoir vous mettre en place très facilement et derrière du coup envoyer la seconde, le steak, la soudure pour réussir à enquêter de façon optimale. Ça vient aussi nous permettre de révéler en fait sa faiblesse signature, pris la main dans le sac. Alors globalement, généralement, on n'a pas envie de piocher la faiblesse, mais là, dans ce cas-là,
c'est pas plus mal parce que soit vous allez la révéler et en fait il n'y aura pas d'ennemis en jeu parce que vous serez tôt dans la partie, auquel cas bon bah vous allez la remélanger, mais ça n'aura pas d'effet particulier sur vous. Par contre, globalement, une fois la partie avancée, si vous jouez des cartes qui vous permettent de piocher, c'est que vous n'êtes pas acculé. C'est que vous avez du temps, c'est que certes il y a des ennemis, mais que globalement vous n'êtes pas en danger. Donc si vous la piochez à ce moment-là, ça veut dire que potentiellement vous avez plusieurs lieux d'écart avec vos ennemis, peut-être qu'un seul, au pire ils vont peut-être vous engager, mais c'est censé être un moment propice pour piocher la faiblesse, donc quelque part c'est un moment où quelque part vous pourriez souhaiter la piocher. C'est pas un moment où je suis en phase d'entretien, je viens de piocher ma carte alors que j'ai des ennemis à mes trousses, et là j'ai pris la main dans le sac et ça vient m'handicaper pour mon tour d'après. Là, en le jouant pendant votre tour, déjà en la piochant, il ne faut pas piocher en dernière action, mais si vous piochez en deuxième action et que vous l'avez, il vous restera toujours une action pour échapper à, c'est l'action supplémentaire, plus votre troisième action. Donc c'est vrai que le fait de piocher avec Finn, c'est à mon sens, très intéressant, très fort, et ça va particulièrement bien avec ces deux signatures-là. Et à l'avenir, ça va peut-être nous permettre de sortir Receleur du classeur. Receleur, ce soutien qui coûte 3, qui est de niveau 1, qui a une icône d'agilité, qui a les traits relation illicite, une réaction. Quand vous jouez une carte illicite lors de votre tour, inclinez Receleur, la carte illicite gagne rapide. Si elle avait déjà rapide, elle réduisait de 1 son coût à la place. Donc Receleur, c'est une carte qui, sur le papier, est idéale pour Finn, si ce n'est qu'on peut dire que c'est sa carte signature cachée, mais c'est vrai que à l'heure actuelle, encore une fois, il n'y a pas tant de cartes illicites que ça. Par contre, encore une fois, avec cet archétype de méga pioche, et non pas de mégaman, vous allez pouvoir jouer illicite, en tout cas le rentabiliser en allant chercher des cartes illicites de façon plus répéter plus souvent et du coup bénéficier du rapide, voire de la réduction de coût. On espère encore une fois, avec la future extension des clés écarlates, voir fleurir de nouvelles cartes illicites. Bon, on a vu que c'était déjà le cas en truand, hein, avec quelques spoilers. On espère quand même qu'en survivant, il y en aura d'autres qui arriveront. Ça serait très intéressant pour Finn Edwards. Au niveau de l'Outsider, je veux vous parler du chasseur de trésors, une autre carte classeur pour le coup, un soutien qui coûte 1, qui est de niveau 1, qui a aussi une icône d'intelligence, qui est les traits alliés voyageurs. Vous gagnez plus 1 d'intelligence, forcé à la fin de la phase d'entretien, vous devez soit payer une ressource, soit défausser le chasseur de trésors qui affiche un tank de 2 points de vie et 2 points de santé mentale, plus un slot d'allié. Alors voilà, c'est un allié qui dépense une ressource par tour, donc qui est très peu prisé, parce que beaucoup trop cher à long terme. Certes, il tank 2 dégâts et 2 points de santé mentale, mais au-delà de 3 tours, il n'est plus rentable. Au-delà de 3 tours, pourquoi? Parce que vous l'avez payé pour 1, et derrière, au cours de 3 tours, vous avez votre petit bonus de plus 1 en intelligence, et vous avez votre tank, mais au-delà, vous dépassez le prix, enfin le coût d'un flic en patrouille, d'un Milan Christopher, d'un Jeremiah Kirby, d'une Alix Huxley, voilà, de plein de choses comme ça, qui donnent des boosts aussi de plus 1, mais qui ont des effets autres que juste donner un plus 1. Donc c'est vrai que le chasseur de trésors est une carte qui est très très peu jouée. Pour autant, avec Finn, on a une possibilité intéressante de sortir le chasseur de trésors de son classeur, et qui d'ailleurs est très fluff. Le contrebandier qui avec le chasseur de trésors fait équipe, c'est très thématique, on va dire. Pour moi, cette carte, c'est cacher son jeu. Ce fameux soutien qui coûte 3, qui a une icône de volonté, qui a le trait état, limite de 1 par investigateur. Lors de la phase d'entretien, vous avez le droit de choisir de ne pas gagner de ressources. Tant que vous n'avez pas de ressources dans votre réserve de ressources, vous gagnez plus 1 à toutes vos stats. Pourquoi? Parce qu'en fait, pendant la phase d'entretien avec cacher son jeu, vous allez choisir de prendre votre ressource, et avec le chasseur de trésors, en fin de phase d'entretien, vous allez la dépenser pour le garder. Ce qui fait que, dès la phase du mythe, et pour tout votre tour, vous avez un Finn qui a que 2 en volonté certes, mais 6 en enquête, 4 en combat, et 5 en agilité. Là, on commence à toucher un investigateur qui est quand même assez balèze,
Alors effectivement, vous allez me dire, oui, mais il n'y a pas que Finn qui peut avoir cette petite combinaison. Il y a Wendy, il y a aussi Preston. Bon, oui, en effet. Et il y a Jenny aussi. Mais bon, encore une fois, on va dire que au vu des stats, pour Preston, c'est peu utile. Wendy, je pense qu'elle n'a pas forcément besoin de ça. Et Finn, bah, c'est vrai que ça lui va quand même bien. Le fait d'avoir 6 en enquête, surtout s'il doit faire enquêteur principal, c'est quand même très sympa. On a toujours son point faible en volonté, mais sur les 3 autres stats, on atteint quand même des valeurs très très honnêtes. Et surtout, si vous jouez en solo, bon voilà, un perso qui enquête à 6, qui esquive à 5, c'est du pain béni. Franchement, il y aura très peu de choses qui vont mettre des bâtons dans les roues. Alors après, on va me dire, oui, mais les truands, ça joue beaucoup sur les ressources, des decks pauvres avec les truands, c'est pas non plus ce qui se fait de mieux. Ben oui, effectivement, mais pour ça, par exemple, vous pouvez très bien avoir un loup solitaire qui vous permet de gagner une ressource au début de votre tour, et vous n'êtes pas obligé de prendre cette ressource puisque c'est une réaction. Vous avez le choix de la déclencher ou pas. Donc selon vos besoins, vous pouvez déclencher le loup solitaire ou pas. Et puis après, globalement, on sait que pour jouer avec cacher son jeu, c'est pas tant un jeu où on doit, en tout cas une façon de jouer où on doit avoir aucune ressource, c'est plus une question d'avoir un boost en ressources à un instant donné, par exemple moyennant une planque ou moyennant un jour de paix, pour pouvoir poser des soutiens qui sont plus ou moins chers, et derrière rebénéficier à nouveau lors des tests de cacher son jeu. Donc en l'occurrence là, bah, Finn, vous avez un loup solitaire, vous gagnez une ressource, vous posez une planque, vous avez 3 ressources en plus, ça fait 4 ressources. Bon, avec 4 ressources, vous pouvez jouer beaucoup, si ce n'est quasiment toutes les cartes à votre disposition. Évidemment, ce que je viens de dire est aussi valable avec le gros bras embauché, qui lui est apparu dès Dunwich. J'avoue que je sais pas trop pourquoi, enfin si, c'est arrivé avec Jenny pour faire en sorte que Jenny ait un petit boost en combat, mais bon, c'est pas non plus très intéressant. Ce qui fera que Finn aura une statline de 2, 5, 5, 5. Voilà, après c'est une question on va dire de point de vue, de façon de jouer. Est-ce qu'on privilégie le combat ou l'enquête? J'ai envie de dire qu'en solo, mieux vaut privilégier l'enquête, et même en duo. Le gros bras embauché, malheureusement, vient quand même un peu derrière le chasseur de trésors, même si, bon, sur certains scénarios, c'est peut-être plus intéressant pour Finn d'avoir de la force en boost que de l'intelligence. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous aura donné encore une fois des idées particulières pour jouer Finn, notamment voilà cette dernière carte, le chasseur de trésors. Je sais qu'il y a quelques joueurs qui essaient toujours de sortir les cartes de leur classeur, n'est-ce pas Blackwood? Donc j'espère que ça vous aura donné envie de tester ces choses et que ça aura aidé les nouveaux joueurs à mieux appréhender les subtilités de Finn Edwards. N'hésitez pas à commenter, à proposer d'autres cartes, et d'ici à la prochaine vidéo, je vous souhaite de bonnes parties, et je vous dis à la prochaine.